Voilà, donc je suis donc tout à fait enchantée d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie d'être venus nombreux vous intéresser à ce sujet qui est évidemment un sujet au cœur du débat public actuellement. Alors, aux yeux de la loi française, les violences faites aux femmes n'existent pas. Le terme de femme ne figure à aucun endroit du code pénal. Et c'est la moindre des choses, puisqu'une loi ainsi formulée tomberait immédiatement sous le coup de l'article 225.1 du chef de discrimination, puisque la discrimination prévoit que, plutôt, plus qu'est constituée une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation familiale, de leur grossesse, etc. Fait qui est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Je vous mets déjà dans la tonalité de mon intervention. C'est donc la raison pour laquelle le terme de femme ne figure pas au code pénal. De la même manière, le terme de féminicide ne fait pas partie de la nomenclature de la justice. C'est un terme qui a été créé par une sociologue féministe sud-africaine, Diana Rossel, en 1976, dans l'objectif assumé d'insister sur le caractère systémique de ces actes, suite aux fortes mobilisations contre les violences conjugales. Vous vous souvenez, peint en noir sur les torses nus façon fémène, avec inscrit sur les banderoles dans les cortèges « patriarcat, domination machiste », la presse a repris ce terme, qui a ensuite été retrouvé dans la bouche de nombreux responsables politiques. Et le terme est sorti peu à peu des cercles militants et universitaires, et depuis 2015 figure dans le Robert. Mais l'enjeu que j'exposerai est tout entier contenu dans ce terme, qui désigne le meurtre d'une femme par un homme en raison de sa condition de femme. Diane Russel l'a utilisé donc en 1976 pour qualifier, ouvrez les guillemets, avec les nuances qui qualifient quelquefois nos amis américains, on va dire, le meurtre de femmes par des hommes motivés par la haine, le mépris, le plaisir ou le sentiment d'appropriation des femmes. Le terme a ensuite fait florès en Amérique latine, où le premier féminicide inscrit dans la mémoire collective est celui des sœurs Mirabal en 1960, l'une des sœurs s'étant refusée au dictateur. Le jour de leur mort, d'ailleurs, le 25 novembre, est devenu un symbole et l'ONU en a fait la date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'institution judiciaire, par contre, avance que cette demande des victimes femmes et de leurs proches, si elle est parfaitement entendable, n'en constitue pas moins une façon d'instrumentaliser la législation. Le monde de la justice, appuyé par le regard universitaire, reste arc-bouté sur la défense du principe fondateur d'égalité. En effet, en 1994, le législateur a supprimé du code pénal des incriminations liées à la qualité de la victime, comme le parricide ou l'infanticide, et la création d'une infraction spécifique constituerait donc un retour en arrière. Sur le plan concret, l'enjeu est de taille, puisque le travail d'un juge étant de caractériser l'infraction, c'est-à-dire d'établir en quoi la réalité des faits, tels que mis en évidence à la fin du processus de manifestation de la vérité, peuvent être qualifiés de telle ou telle infraction. Et c'est de cette qualification que découlera notamment la lecture de la peine encourue. Toutefois, par commodité, vous me prendrez certainement en flagrant délit d'utiliser le terme de violence faite aux femmes, même si je veux bien de le critiquer, mais quelquefois il nous échappe. Alors, les définitions juridiques des infractions et des peines encourues en 2023, donc au terme du code pénal. Je distinguerai donc les violences physiques, qui englobent le meurtre, et les violences sexuelles.
Alors, les violences physiques, le meurtre, article 221.1, mais je vous lirai peut-être pas le nom des articles à chaque fois. Le fait de donner volontairement la mort à autrui, peine encourue, réclusion à perpétuité. À perpétuité, réclusion criminelle, et à perpétuité, donc lorsqu'il est commis, notamment sur le conjoint, les ascendants ou les descendants, ou les personnes vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées. La tentative de meurtre est punie des mêmes peines. Les violences, article 222.7 et suivant, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans si sur un conjoint, ce qu'on appelle des coups mortels, ayant entraîné la mort. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, 10 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende. Je parle des peines encourues. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours. L'incapacité totale de travail est une mesure de la gravité des faits qui, d'une manière un peu schématique, donc mesure en termes de jours de potentiel arrêt de travail, donc la gravité des blessures. Donc, ce qu'on appelle donc l'ITT, incapacité totale de travail, donc de plus de 8 jours, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et les violences ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, et si sur conjoint, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. C'était pour les violences physiques, les peines encourues. Les violences sexuelles, le viol, article 222.23. Alors, sa définition, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou tout acte bucogénital commis par un majeur sur un mineur. Je ne développerai pas ce sujet aujourd'hui, je ne m'intéresserai pas aux violences, y compris sexuelles, sur les mineurs. Je restreindrai donc mon sujet aux faits entre conjoints. C'était le viol. Les agressions sexuelles, autres que le viol, constituent une agression sexuelle. C'est la plus grande, c'est le plus grand nombre d'agressions qui viennent devant un tribunal en matière sexuelle. Agression sexuelle. Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. L'exhibition sexuelle, c'est imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Le harcèlement sexuel, le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. L'outrage sexiste, création récente, constitue un outrage sexiste. Le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Peine d'amende pour l'instant. Et sont prévues également plusieurs peines complémentaires suivantes. Stage de citoyenneté, stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste, stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, stage de lutte contre le sexisme et sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Actuellement, c'est une contravention, mais très prochainement, il est question, c'est une proposition de loi devant le Parlement,
que cela devienne un délit. Pour l'instant, donc, c'est passible d'une mesure de travail, donc de stage, ou d'une mesure de travail d'intérêt général d'une durée de 20 à 120 heures, ou d'une amende, donc, comme je l'ai indiqué. Les menaces, le fait par quelque moyen que ce soit, c'est la menace, donc par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes. Le harcèlement sur conjoint, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Les appels téléphoniques malveillants, qui florissent devant les tribunaux, par centaines ou par milliers. Ce sont, donc je donne la définition, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ce sont ces définitions juridiques des faits de violence au sein du couple et de violences sexuelles qui seront utilisées dans les statistiques des ministères de l'Intérieur et de la Justice que j'exposerai tout à l'heure. Alors un peu d'histoire. La sociologie évoque la progressive sortie d'un déni des sociétés d'antan, régies notamment par les codes napoléoniens. Les violences faites aux femmes n'ont pris la consistance d'un phénomène spécifique qu'en faveur d'un très progressif et incessant travail de qualification et d'interprétation par les magistrats, définissant ainsi une jurisprudence qui est venue pallier puis transformer les lois pour les adapter à l'exigence d'égalité des hommes et des femmes qui s'impose à présent dans notre société. Les premières lois qui sont venues nous sortir de la famille patriarcale de l'Ancien Régime ont été en 1791 la loi qui érige en circonstance aggravante le fait pour un mari de battre sa femme. Et en 1792, la loi qui instaure le divorce ou la séparation de corps pour le motif d'excès, sévices et injures graves. Il faudra attendre les années 1970-1980. 200 ans, j'ai fait vite, je prends un petit raccourci. Hein, pour que les comportements agressifs et violents, et vous le verrez, 70% des faits de violence sont subis par le conjoint, pour que ces circonstances soient reconnues comme aggravées par la circonstance qu'ils sont exercés dans un couple, par l'un des partenaires ou l'autre. Il faudra donc attendre ces années-là pour que les victimes, femmes ou hommes demeurant, commencent timidement, à bas bruit, et à bas résultat du reste, à porter plainte. Jusque-là, les femmes ne portaient pas plainte car elles n'avaient tout simplement pas le droit de porter plainte contre leur mari. Et les hommes ne portaient pas plainte car c'était leur virilité qui était en jeu. Et ces drames conjugaux n'arrivaient devant la justice en général que lorsqu'il était trop tard. S'agissant des violences sexuelles, ce sont les lois du 23 décembre 1980 et de 1984 qui apportent une définition précise du viol et de certains attentats aux mœurs. En 1990, par un arrêt du 5 septembre, la Cour de cassation reconnaît le viol entre époux. En 1992, est créée et définie l'infraction d'harcèlement sexuel au travail. En 1994, élargissement de la notion de couple. C'est le lien affectif entre l'auteur des violences et la victime qui caractérise désormais les circonstances aggravantes, entraînant une correctionnalisation, c'est-à-dire une montée en grade de la gravité d'un certain nombre d'infractions qui étaient jusque-là dites légères, réprimées par de simples contraventions par le tribunal de police, donc sanctionnées par une simple amende et qui sont transformées en délits, jugés de ce fait donc par comparution immédiate souvent devant le tribunal correctionnel et passible d'emprisonnement. En 1998, ce sont les délais de prescription qui sont élargis à 10 ans s'agissant des délits d'agression sexuelle. Vous savez que maintenant, ils sont élargis concernant la possibilité de porter plainte pour viol après la majorité. En matière de politique publique, en 2001, dans le cadre des Assises nationales, un plan d'action gouvernemental pour la lutte contre les violences faites aux femmes est annoncé. En 2006, un nouvel élargissement de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs,
par exemple les auteurs pacsés, et à de nouvelles infractions. Loi sur la prévention du mariage forcé et création de la faculté de prononcer l'éloignement de l'auteur de l'infraction du domicile de la victime. Grande nouveauté, puisque jusque-là, c'était en général la victime qui quittait le domicile conjugal. 2010, création de l'ordonnance de protection des victimes de violences au sein du couple, qui est une intervention en urgence des juges. Et définition du délit de violence psychologique. 2014, la Convention du Conseil de l'Europe relative à la prévention de la violence domestique est le premier instrument européen contraignant, créant un cadre juridique complet pour prévenir les violences, protéger les victimes et mettre fin à l'impunité des auteurs de violences. Elle érige en infraction pénale différentes formes de violence contre les femmes, donc mariage forcé, mutilation génitale féminine. Par la loi de 2014-873, l'ordonnance de protection est renforcée, sa durée prolongée. L'éviction du conjoint violent du domicile devient la règle. C'est la généralisation du téléphone grave danger et le renforcement de la législation sur la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles dans l'armée et l'université. La loi de 2018 apportera de larges avancées aussi, mais comme j'y reviendrai, je ne l'ai pas développé ici. Alors, quelques observations. On pourrait illustrer cette véritable révolution culturelle par la disparition du crime passionnel. Cette figure romanesque du criminel par passion, développée par la presse de la fin du XIXe siècle, ces hommes et ces femmes, dont nombre d'ailleurs furent au demeurant acquittés, aux assises, bénéficiant de l'indulgence d'un jury populaire séduit par cette dimension passionnelle. Étonnamment du reste, il s'agit surtout de figures féminines. Marie Brière, artiste lyrique, qui tua en pleine rue son amant, la comtesse de Tilly, qui en 1889 vitriola sa rivale, Henriette Caillot, qui défendit son honneur et celui de son mari contre la calomnie, en abattant Calmette, directeur du Figaro, en 1914, ne pouvant tolérer l'idée que sa fille puisse un jour apprendre qu'elle avait été l'amante de son promis avant le mariage. Yvonne Chevalier, après avoir tué son époux de 4 coups de revolver. Il est vrai qu'en 1975, le Code pénal, dans son article 324, permettait l'excuse en cas de flagrant délit d'adultère. Le retournement s'opère en 1942, grâce au développement de la clinique criminologique, lorsque le psychiatre et criminologue Étienne de Greff fait un tout autre portrait du criminel par passion, indiquant que, j'ouvre les guillemets, l'expérience nous apprend que les suicides et homicides par amour ne relèvent nullement de l'intensité de l'amour, ni de la qualité inouïe de la passion, mais uniquement d'insuffisance grave dans la personnalité du coupable. Il ira même jusqu'à les qualifier de pauvres types, en dénonçant le fossé qui sépare l'image collective de la clinique criminologique. C'est cette même notion, d'ailleurs, qui est devenue la notion de féminicide, donc du crime passionnel au féminicide. Autre observation, on voit bien l'enchevêtrement des mutations sociétales lorsqu'elles convoquent donc à la fois les orientations politiques, donc les politiques publiques, et de manière concomitante, c'est l'interrogation du droit existant, suscitant donc des jurisprudences novatrices, c'est-à-dire des solutions nouvelles à des problématiques nouvelles, qui n'étaient pas prévues dans le Code pénal, et lesquelles ont donc vocation à leur tour à entraîner des modifications des lois. Et je le rappelle, les lois sont votées par nos députés et sénateurs, c'est-à-dire qui sont élus par nous-mêmes, ceci donc en corrélation avec nous-mêmes, sans oublier le rôle donc des médias donc dans ce panorama des institutions et instances qui interviennent. Alors sur la création de la jurisprudence, juste pour vous illustrer cette spirale entre la loi existante, la jurisprudence, donc c'est-à-dire les manières d'appliquer le droit, une nouvelle manière d'appliquer le droit par les juges, face à un problème nouveau,
Je l'illustre souvent en rappelant qu'au début du siècle, il y a eu la création de l'électricité. Or, le code pénal n'avait pas prévu que le vol soit autre chose que le vol d'un objet. Donc, lorsque l'électricité est apparue, eh bien, il y a des petits malins qui sont allés prélever l'électricité avec des bricolages de fils électriques, ne serait-ce que d'un palier à l'autre, et qui donc ont commencé à faire figurer les factures sur le compteur du voisin. Évidemment, plainte a été portée, et les premiers jugements n'ont pas pu condamner parce que le vol de cet élément d'électricité n'était pas une chose. Donc il a fallu que des juges courageux et sensés commencent à prononcer des condamnations en prenant le risque d'être donc éventuellement cassés par les instances supérieures, mais ça n'a pas été le cas, donc, et ça a fait son chemin, c'est devenu une jurisprudence, puisqu'effectivement, de ce fait, la nomenclature, la définition du vol permet maintenant, c'est élargi et permet, voilà. Donc, dans les matières qui nous intéressent, c'est ce qui s'est passé aussi, cette spirale qui est tout à fait intéressante. Alors, oui, je reprends. Hein, donc, le fait que j'avais pas terminé de dire, donc que le féminicide, donc, le terme de féminicide a pour double conséquence donc, que sont stigmatisées à la fois la femme comme nécessairement victime et logiquement l'homme comme nécessairement auteur. Donc c'est une double victimisation, ce qui ouvre évidemment la porte à toutes les généralisations. Même si, et les statistiques que je vais vous citer le font apparaître de manière tout de même assez spectaculaire, la réalité du phénomène est une majorité à plus de 90% de femmes victimes, voilà. Mais 10% d'hommes. Et comme le disent les statistiques les plus... dans les réflexions actuelles, d'une part on n'est qu'au début du phénomène, ça j'y reviendrai, mais surtout on pourrait imaginer que sortent de l'ombre aussi un certain nombre de situations que nous n'avons peut-être même pas imaginées. Voilà. On sait très bien que dans nos couples, il se passe beaucoup de choses. Alors, autres observations, on constate le flou de la définition de certaines infractions. Alors que la Constitution impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. C'est l'exigence d'intelligibilité de la loi, afin d'éviter le risque d'arbitraire. Alors, flou de la définition du viol, par exemple. La définition du viol a été, il y a quelques années, au cœur de joutes juridiques les plus pointues. Madame Laurence Harribey, sénatrice de Gironde, a adressé une question écrite à Monsieur le garde des Sceaux, qui est apparu dans le JO du 19 novembre 2020. Elle écrit « L'arrêt numéro etc. rendu par la Cour de cassation le 14 octobre 2020 entraîne une confusion inquiétante sur la qualification d'un acte de viol ou agression sexuelle, ce qui remet en cause la définition même de viol. Dans cette affaire, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que pour qualifier les faits de viol, il faut une pénétration, qui plus est une pénétration d'une profondeur significative. Cela signifie qu'avec cet arrêt, la justice crée un précédent qui redéfinit le viol en prenant en compte la mesure d'une profondeur, élément éminemment subjectif et objet de toutes les interprétations, aussi fallacieuses que douteuses. Elle a eu une réponse du gouvernement qui disait que cette jurisprudence n'allait pas durer. Voilà. Et on est revenu à une définition.
Voilà. Exactement. Alors, sur l'agression sexuelle, là aussi, l'agression sexuelle, alors même bien plus, l'agression sexuelle ouvre et couvre un très large spectre, puisqu'elle peut aller de l'agression grave et avérée à ce qu'on appelle une balayette. Quand j'étais enfant, mes frères appelaient ça une frite. Et vous savez, voilà, c'est ce petit geste sur les fesses en général de la femme qui sont susceptibles d'être considérées comme des violences à connotation sexuelle. Alors, la définition, effectivement, de l'agression sexuelle par l'article 222.2 ne donne guère de précision quant à la caractérisation de la nature sexuelle de l'atteinte. Donc, alors, l'arrêt, il y a déjà toutes les discussions que vous pouvez imaginer dans les tribunaux et lors des délibérés, pour savoir si il en est, de quelle gravité elle est. Alors, sur le plan de la jurisprudence, l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 mars 2021 a semé la zizanie dans le monde judiciaire en énonçant que l'agression sexuelle ne suppose pas nécessairement que le contact physique soit effectué sur des zones spécifiquement sexuelles en elles-mêmes. Voilà, donc le caractère sexuel du délit pourrait donc être caractérisé par le contexte du déroulement des faits. Alors l'histoire est la suivante, même s'il s'agit en fait d'un fait mettant en scène un enfant, elle est tout de même édifiante. Le 30 mai 2018, Monsieur X est appréhendé dans une médiathèque. Il comparaît quelques jours plus tard devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle. Alors, les faits sont les suivants. Il est venu s'asseoir avec un livre dont il reconnaîtra qu'il s'agit d'une bande dessinée érotique. Donc, à côté d'un enfant, d'une enfant, et lui a effleuré la main 1 à 2 fois, ainsi que la jambe, du mollet jusqu'au genou, tout en se masturbant, après avoir ouvert la braguette de son pantalon. Alors, le tribunal correctionnel en première instance, donc. J'ai cru voir que non. J'ai scruté l'assistance. Le tribunal correctionnel en première instance donc, ne l'a déclaré coupable que d'exhibition sexuelle et l'a condamné à 2 ans de prison avec sursis mis à l'épreuve. Et l'a relaxé du chef d'agression sexuelle. La cour d'appel, par contre, a considéré que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles sont effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. Et la cour d'appel a été confirmée par la cour de cassation. Alors, protestation de la doctrine. La doctrine, c'est tous les commentaires qui sont faits par les spécialistes. Donc la doctrine mettant en avant le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, reconnu par l'article 111-4 du Code pénal, et se faisant l'écho de la légitime exigence de clarté énoncée par la loi elle-même, réclame une définition légale plus précise du délit d'agression sexuelle, dans un souci de respect des grands principes du droit pénal. Chacun sait que les agressions sexuelles autres que le viol ne sont pas définies, elles sont définies souvent par cette mention, les agressions sexuelles autres que le viol. Donc, le spectre est large, comme je l'ai dit, ce qui permet au juge de les envisager largement, à dénoncer la doctrine. Alors, la même chose pourrait être dite d'ailleurs des infractions d'outrage sexiste. Là, il y aurait beaucoup à dire, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, les chiffres. Passons aux chiffres maintenant. Je vais donc vous projeter quelques graphiques. Voilà, ça y est, ça va aller. Alors, les chiffres. Oui, d'accord. Oui, mais je vais quand même vous présenter un peu les chiffres. Voilà. Alors, les sources.
Les chiffres dont je vais faire état sont essentiellement extraits de la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, numéro 18 de novembre 2022, qui est le tout dernier élément paru par cet observatoire qui a les chiffres les plus récents. Donc ces chiffres ont été publiés par la MIPROF, qui est la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Donc elle fait état des principales données disponibles sur la question en France pour l'année 2021. Je n'ai que quelques données sur 2022. Et donc, elles sont issues notamment, c'est très important, hein, de l'enquête Cadre de vie et sécurité, qui est une enquête de victimation, de la base des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, et des statistiques pénales et du casier judiciaire national, selon donc les statistiques du ministère de la Justice. Alors, donc ces chiffres sont d'abord un peu obsolètes, hein, puisque c'est 2021 et que l'évolution est extrêmement rapide. Comme je l'ai dit, voilà, évolution extrêmement rapide, puisque l'appréciation des notions change et le périmètre des incriminations change et a été même considérablement élargi depuis 20 ans. Alors les principaux élargissements, c'est très très important parce que vous comprendrez que les statistiques sont extrêmement difficiles, en tout cas à interpréter dans le temps, puisque les chiffres d'il y a quelques années ne sont pas basés sur les critères des chiffres actuels. Alors j'ai quand même essayé de recouper pour trouver une intelligibilité, mais ça m'a demandé pas mal de temps. Alors, une chose très importante, donc, c'est, suite à la loi du 3 août 2018, surtout, cet élargissement du terme de conjoint, qui englobe de plus en plus hein, des conjoints avec qui on vit, avec qui on ne vit pas, avec qui on a vécu, avec qui on a une relation, donc voilà, qui a élargi énormément donc, cette acception. Et donc les statistiques, dont beaucoup sont utilisées donc, par le ministère de l'Intérieur, donc comme je l'ai dit, sont construites à partir des catégories d'infractions du code pénal, mais le code pénal donc change d'année en année. Et en plus, donc eux-mêmes ont refondu le système de production des bases statistiques sur les victimes et sur les mis en cause. Et donc ils ont inclus rétroactivement un certain nombre de crimes et délits qu'ils avaient enregistrés entre 2006 et 2016, avec un critère différent, c'est-à-dire que jusqu'à présent, seule l'infraction principale était comptabilisée dans les statistiques, et désormais ils ont introduit le fait que les infractions sont toutes comptabilisées. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple tout à l'heure de notre monsieur là qui était dans les transports et qui a caressé la jambe de l'enfant, eh bien, alors il y a déjà 3 infractions, hein, puisqu'il y a l'agression sexuelle, l'exhibition et je ne sais plus quel est le troisième. Bon, déjà 2, hein, voilà. Mais très souvent, il y en a 3, 4, 5, parce que, oui, c'est ça. Et tentative. Bien souvent, il y a aussi la tentative, qui n'est pas toujours à la même période aussi. Et quand les faits sont à la fois, concernent une jeune ou un jeune qui a par exemple 17 ans au début et 19 ans, c'est 2 incriminations, puisque c'est d'abord pendant un an alors qu'il était mineur, et ensuite alors qu'il ou elle est majeur. Donc, et ensuite, l'élargissement des délais de prescription, qui est évidemment considérable pour comptabiliser un nombre de faits bien plus important. Par ailleurs, c'est la nouveauté des dernières statistiques, tout de même est très très intéressante, c'est qu'ils ont, les catégories de population interrogées ont été très largement élargies. Bon, toujours est-il que ces éléments vont quand même nous donner des ordres de grandeur très intéressants. Alors, concernant les violences en général, d'abord, hein, avant de les présenter, donc, comme je l'ai dit, il y a les violences en général
et les violences sexuelles. Alors, les violences en général, elles peuvent être physiques, psychologiques, verbales, économiques. Elles s'échelonnent donc du meurtre, qui est un crime, jusqu'aux actes de violence de toutes sortes, donc de la plus ou moins grande gravité, jusqu'aux insultes, menaces et outrages sexistes, qui sont donc passibles d'une contravention, donc très large spectre. Et les violences sexuelles désignent donc tous les actes sexuels, attouchements, caresses, pénétrations commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ainsi que les actes relevant du harcèlement sexuel. Voilà. Alors, les violences en général, nous sommes à notre schéma, les violences en général. C'est ça, vous voyez un tableau donc avec victime femme, victime homme, voilà, c'est bien. Donc, les homicides, ça s'appelle homicides, sont les faits qualifiés d'assassinat, meurtre, empoisonnement, violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc, comme vous le voyez, en 2021, 122 victimes femmes, 21 victimes hommes. 88% des femmes sont tuées par leurs conjoints cohabitants. Un tiers d'entre elles, 39, avaient subi au moins une fois des violences antérieures et 25 avaient signalé ces faits aux forces de l'ordre. Un décès survenu dans un couple d'hommes, 21 hommes tués par leur ex-partenaire, dont 9 avaient déjà été victimes de violences de la part du partenaire, donc en vengeance, va-t-on dire. Jacqueline Sauvage, récemment. Alors, nombre de décès liés à ces meurtres, il y a aussi les victimes collatérales, c'est-à-dire les conjoints, les présents, ceux qui ont voulu s'interposer, et 61 des auteurs de meurtres qui se sont suicidés. 61 sur un important. Alors, 68% de ces homicides s'inscrivent dans un climat de violence antérieure, qu'elles aient été commises par l'auteur, par la victime, ou qu'elles aient été réciproques. La quasi-totalité de ces situations donc ne constituent pas des actes isolés. Voilà, ça s'en est pas. Alors, l'évolution maintenant, depuis 2006. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment grand, sinon de toute façon, je les joindrai, tous ces schémas, hein, vous les aurez à disposition si vous voulez les contempler plus longuement, les tableaux. Hein. Alors, l'évolution, donc, depuis 2006, finalement, les chiffres en eux-mêmes sont plutôt à la baisse. Mais comme je vous indique, ces chiffres sont tellement contestables en termes d'évolution que je les commenterai à peine. En plus, quelquefois, le regard change aussi tellement que c'est très difficile. Par contre, elles seront intéressantes sur l'année même, mais comme je ne le dis pas en termes d'évolution. Alors, le nombre annuel de décès au sein du fait des violences au sein des couples, vous voyez quand même que globalement, hein, avec des fluctuations, en tout cas, elles ne montent pas. Hein, ce type de violence-là n'augmente pas. Alors, les caractéristiques. Oui, alors, volontairement, j'entends... Mais j'interviendrai après. J'ai volontairement pas utilisé ce critère. Non, ça, je l'ai... C'est juste pour dire que globalement, ça n'est... Je suis très dubitative sur les... Voilà, c'est assez ça. Je suis très visible. Bon, voilà. Par contre, voilà. Hein, ça, je ne suis pas dubitative. Et ça, c'est... voilà. 85% des femmes, ce sont des femmes et tuées par... alors, conjoint ou ex-conjoint. Voilà, là il y a le chiffre d'ailleurs que j'entendais, une femme sur 3 donc avait subi des violences intérieures. Voilà, on y reviendra. Ensuite, donc, concernant les violences physiques, psychologiques ou verbales, moins graves
Alors, dans 65% des cas, les violences enregistrées sont des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail. Pour 26% des femmes victimes, l'effet subi relève d'infractions de harcèlement sur conjoint, de harcèlement sexuel, de menaces ou de menaces de mort. Alors, le chiffre très important, c'est que 70% des violences volontaires ont été commises par le conjoint ou l'ex-conjoint. 152 000 femmes se disent victimes de violences physiques, 31 000 se disent victimes de violences physiques et sexuelles. Alors, ce qui est important, là, c'est que nous parlons de... Quand je prends le temps de bien le mentionner, il s'agit là de femmes se déclarant victimes. Hein, c'est très important. C'est l'enquête de victimation. Alors, donc, là, c'est les chiffres que je viens de dire. Alors, des chiffres plus récents, mais qui corroborent en termes d'évolution les chiffres qui sont indiqués plus haut. Voilà. Donc, qui indique qu'en 2022, nous avons donc 353 600 personnes se plaignant de coups et blessures, dont 184 100 de violences intrafamiliales. Voilà, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, les violences sexuelles, les viols. Les viols, donc, et tentatives de viol. 94 000 sur un an. Femmes, 18 000 hommes. Donc, potentiellement 112 000 personnes se disant victimes de viol ou tentatives de viol. Alors, les violences physiques et sexuelles, il y a des schémas que... Trop loin. Alors, les violences physiques et sexuelles. 213 000 femmes se déclarent victimes de violences et 31 000 se déclarent victimes de violences physiques et sexuelles par leur conjoint. Ces situations se caractérisent par un cumul des formes de violence et la répétition des épisodes violents. Elles sont fréquemment accompagnées de violences verbales ou psychologiques, comportements répétés dévalorisants ou méprisants, attitudes de jalousie outrancière, insultes. Les violences uniquement sexuelles au sein du couple. Alors, non, c'est pas le bon schéma. Excusez-moi. Je ne les retrouve pas très bien dans mes schémas. Hein. Bon, je vais surtout vous les commenter. Hein. Donc, alors, ça, voilà. Alors, 9/10 des femmes victimes de viol connaissent leur agresseur. Dans 14% de ces agressions, l'auteur vit avec la victime au moment des faits, mais n'est pas son conjoint. Et dans 32% des cas, l'auteur est connu de la victime, mais ne vit pas avec elle. Les agresseurs inconnus ne représentent que 9% de l'ensemble des agresseurs. Donc on est loin, je fais juste ce commentaire, on est loin de ce qui était l'image du viol dans les années 70-80, où c'était un petit peu l'image de la femme qui va chercher sa voiture et qui dans le parking se fait violer par un inconnu. Ça n'est plus ça l'actualité, il y a une vraiment extrêmement grande évolution de ce point de vue-là.
Ça explique d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, le fait que de nombreux hommes qui comparaissent pour viol sont éberlués d'être agressés de viol, d'être mis en accusation de viol, parce que, à leurs yeux, j'y reviendrai tout à l'heure, ils n'avaient même pas imaginé que c'était un viol. Voilà. Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, mais là, je pense que c'est important de vous le dire. Alors, maintenant, les conséquences sur la santé et la vie quotidienne des femmes victimes de violences. Alors, je vais trop loin. Je ne sais plus où je suis. Non, peu importe. J'ai repris les éléments. Je suis sur les conséquences sur la vie. Mais j'ai pas de schéma là. C'est dans les démarches que j'ai des schémas. Ensuite, je suis dans les démarches. Voilà. D'accord. Alors, sur les conséquences. Donc, les conséquences sur la santé et la vie quotidienne des femmes victimes de violences, elles sont physiques et psychologiques. 64% affirment que ces violences ont causé des blessures physiques, qu'elles soient visibles ou non. 66% déclarent avoir subi des dommages psychologiques, plutôt ou très importants. 56% ont souffert de perturbations dans leur vie quotidienne, notamment dans leurs études ou leur travail. Alors, les démarches maintenant, très intéressant et très éclairant. Les démarches de victimes. Là, nous y sommes. Les démarches des victimes de violences, alors, physiques et ou sexuelles, par conjoint ou ex-conjoint, auprès des forces de sécurité. 18%. Voilà, 18%. C'est extrêmement peu. Hein. Alors, si je voulais le commenter, mais je pense que c'est intéressant. Que font les femmes? À 25%, elles consultent un médecin. 19% ont consulté un psychiatre ou un psychologue. 12% a parlé de sa situation aux services sociaux. 7% a rencontré les membres d'une association d'aide aux victimes. 7% a appelé un service téléphonique d'aide aux victimes. Et, j'arrive pas à le lire, 55% n'a entrepris aucune de ces démarches. C'est pour ça que l'ensemble de ces statistiques doivent être pris comme des ordres de grandeur. Il aurait fallu que je reprenne absolument tout. Parce que, voilà, d'une part, voilà, c'est ça. Il peut y avoir plusieurs choses. D'une part, et de toute façon, d'autre part, dans l'ensemble des statistiques, il y a des toutes petites imprécisions sur le fait que quelquefois, ce sont déjà que les 70% ont été comptés et que c'est uniquement finalement les violences par conjoint, mais c'est comptabilisé de manière très inégale. Quelquefois, c'est la totalité des 100%. Quelquefois, c'est les victimes en général. Quelquefois, c'est les victimes femmes, donc il faut enlever 10%. Et ce travail-là, je m'en suis aperçu en me penchant sur les statistiques, il est imprécis. Il est imprécis, de toute façon. Mais je crois que ce n'est pas l'essentiel. Je crois que l'essentiel, c'est vraiment la vision qu'on peut avoir à travers tout ça. Et la vision, elle ne fait pas l'ombre d'un doute. Voilà, en tout cas, sur les chiffres. Alors, donc, sur les conséquences. Donc, conséquences sur la vie quotidienne. J'ai un petit schéma. Voilà, très clair. Donc, sur les conséquences, j'en ai déjà fait état tout à l'heure. Le dépôt de plainte, alors des victimes de viol, puisque tout à l'heure il s'agissait des violences, donc de viol ou des tentatives de violence, de viol, pardon. Alors là, c'est encore moins, 12% de dépôt de plainte sur les tentatives de viol. Alors, certains facteurs augmentent la probabilité que la victime dépose plainte. Le fait que la victime ait également subi des violences physiques multiplie par 10 la probabilité de porter plainte. Donc, viol plus agression physique, plainte. Plus de chances. Et le fait que l'agresseur soit une personne inconnue des victimes. A contrario, ce qui constitue un frein pour les victimes, c'est que 65% craignent de vivre de nouvelles épreuves
entre autres l'épreuve de la justice. 53% essayent d'éviter que cela se sache. 49% ont peur de représailles ou de vengeance. Là aussi, ça se cumule, ça se recoupe. Donc, les femmes peuvent avoir très bien peur de deux choses à la fois, bien plus même. Donc, au final, le chiffre global, hein, qui est... alors, nous avons maintenant le nombre de plaintes. Alors, les faits de violence sexuelle reportés à la police, donc, en 2021. Donc, victimes femmes de viol, 30 780. Victimes femmes, 33 160 d'agression sexuelle. 3 610 de harcèlement sexuel. Au total, donc, 67 550. Hommes, même. Victimes de viol, 3 890, d'agression sexuelle, 5 600, de harcèlement sexuel, 300. Total, 9 790. Toujours à peu près de l'ordre de 10%. Donc, au total, 77 330. Donc, dépôt de plainte. Alors, un chiffre qui nous intéresse, et combien de condamnations prononcées par les tribunaux. Alors, ce schéma, il est très important. Premièrement, il y a la répartition par les parquets. Sur, donc, les chiffres que j'avais indiqués, viennent devant la justice, le procureur de la République, parquet et procureur de la République, on parle de la même chose. Hein. Donc, 99 510 auteurs sont impliqués dans une affaire de violence entre partenaires. Sur ces 99 510 auteurs, 63 920 affaires sont poursuivables. Ce qui veut donc dire que 35 590 ne sont pas poursuivables. On verra évidemment pourquoi. Sur les 36 000 auteurs poursuivis, alors il y a les auteurs et il y a les affaires, hein, donc c'est pour ça que c'est aussi pas exactement les mêmes chiffres. 3130 passent ce qui s'appelle une composition pénale, c'est-à-dire passent devant le procureur de la République sans pour autant qu'il y ait une poursuite devant le tribunal, ce qui signifie donc pas de condamnation stricto sensu et pas de casier judiciaire. Et c'est pour ceux qui reconnaissent, hein, fait reconnu. Donc 3130. Sur les affaires poursuivables, donc après alternative aux poursuites, 17 850 affaires classées, c'est-à-dire que donc il y a d'autres alternatives aux poursuites que les compositions pénales, c'est-à-dire ça n'ira pas devant un tribunal, les personnes ont été sanctionnées, mais sur la base aussi de leur reconnaissance, donc 17 850 et 6 640. Donc, viennent devant des juges 57 280 auteurs. Alors, non, pardon, 57 280 englobant donc les réponses que j'ai indiquées. Donc, alors, il ne faut pas que je me trompe, parce que là c'est important. Hein. Là, voilà, alors, classement sans suite, puisque vous l'aurez compris, j'y reviendrai tout au long du processus judiciaire. Hein. Il y a des affaires qui ne peuvent pas, hein, donc qui ne rentrent pas dans les critères qui permettent de les retenir. Alors, les classements sans suite. Sur les auteurs de violence. Évidemment, il ne s'agit pas de viol. Hein. Là, pas de classement sans suite s'agissant de viol. Enfin, quand les affaires sont constituées, évidemment. Alors, donc, classement sans suite, affaire de violence. Donc, sur
35 590. Auteur homme, 30 940. Auteur femme, 4 650. Alors, classements ensuite pour inopportunité des poursuites. 6 640 au total, donc 5 650 hommes, femmes 980. Et classements ensuite après procédure alternative, mais ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc 17 850. Ce qui veut donc dire que affaires classées par le parquet, donc 60 080, s'agissant de violence. Alors là, donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc les auteurs ayant exécuté une composition pénale, donc j'ai dit 3130, et ayant fait l'objet de poursuites au final, donc 36 290. Je crois que c'est le chiffre qu'il faut qu'on retienne. Alors là, c'est un tableau global qui reprend donc, s'agissant des faits de viol et de délit. Donc, dans ce tableau, on voit viol, c'est-à-dire crime, auteur homme, 160, auteur femme, 20. Et délit, on voit bien donc la différence entre les deux types de nombre. Donc, en délit, 32 870, donc délits dont les auteurs sont des hommes, et 1870, donc dont les auteurs sont des femmes. Alors, j'ai essayé d'extraire des choses claires parce que tout ça est un peu embrouillé. Donc, pour retenir l'essentiel, en matière de violence, sur 238 361 personnes se déclarant victimes, 99 510 auteurs présumés, présumés et identifiés, et 34 000 d'auteurs déclarés coupables et condamnés. Donc, 238 000 victimes, pour aller au plus rapide, 34 350 auteurs. Vous ne le voyez pas? Désolé. Voilà, c'est ça. Bon, mais c'est le calcul que j'ai fait moi-même en reprenant les chiffres. Donc, de toute façon, il ne figure pas dans un tableau. Et en matière de tentative de viol, alors, je vais arriver à mes conclusions parce que moi-même j'ai du mal à m'y retrouver dans tous les tableaux. Voilà, j'arrive à la conclusion. En matière de viol, 112 000 personnes se déclarant victimes de viol, 16 500 plaintes portées et 1270 condamnations, dont 1230 emprisonnements. Voilà. Alors, maintenant mes réserves sur les statistiques, rapidement. Donc, comme je l'ai dit, chaque fois qu'il s'agit des victimes, dans la première partie, il s'agissait donc de personnes se déclarant victimes. Ce sont donc, ce qui est utilisé là, c'est les indicateurs structurels issus de l'enquête cadre de vie et sécurité par l'INSEE, et c'est donc l'insécurité ressentie et en population générale. Ces données sont donc des estimations moyennes. Elles sont calculées en cumulant les résultats de 8 années de l'enquête cadre de vie et sécurité, ce qui a permis d'augmenter la taille de l'échantillon. Alors, bon, ça je vous l'ai déjà dit, elles ne permettent pas d'analyser l'évolution. Alors, leur immense intérêt est qu'elles permettent aujourd'hui d'estimer le nombre de femmes victimes qui n'ont pas révélé les faits aux autorités judiciaires, parce que c'est ce qui apparaît de manière cruciale à travers tout ça. Alors, les éléments de pondération, donc, je l'ai déjà indiqué, sur les chiffres de la police et de la justice,
surtout les chiffres de la police, c'est donc qu'ils sont fondés sur le code pénal qui ne cesse de se modifier. Alors, donc, j'ai développé quelque chose qui s'appelle mon regard critique sur ces commentaires. Alors, évidemment, extrêmement positif, hein, puisque toutes les victimes ont été prises en compte. Au moins, à tout le moins, les hommes y figurent, qui sont tout de même figurent à 10%. Et que cet effort de mise en ordre et d'appréciation du phénomène est d'une immense importance. Par contre, s'agissant donc de l'Observatoire des violences faites aux femmes, personnellement, mais vous ne le verrez pas à travers ces tableaux, c'est vrai que dans les commentaires et les appréciations, il y a une touche émotionnelle qui peuvent, à certains moments, paraître un petit peu partisanes et qui peuvent en irriter certains. Alors, ces chiffres sont très importants puisque ce sont les chiffres qui guident les politiques publiques, donnant lieu, à mon avis, quelquefois à certains excès, donc je reviendrai tout à l'heure sur les derniers chiffres donnés par le Haut Comité à l'observation des outrages sexistes. Bon, ces chiffres font évidemment les choux gras des médias également. Alors, qu'est-ce qu'on peut tout de même en dégager? Au-delà donc de la difficulté et de l'imprécision. Donc, là, je vais quand même développer ce qui sont mes réserves donc, sur l'utilisation de ces chiffres. Alors, le Haut Conseil donc, à l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est une instance consultative indépendante créée le 3 janvier 2013, placée donc auprès du Premier ministre, vient de faire un rapport qui est sorti la semaine dernière sur l'état du sexisme en France. Ce rapport avance que le sexisme perdure et que ses manifestations les plus violentes s'aggravent. Je m'inscris en faux. Je veux dire, ça ne m'apparaît pas être, à moins que d'ailleurs, et c'est la grande, critique qui pourrait, ou plutôt demande qui pourrait être faite, ce serait peut-être de préciser aussi de quelle population il s'agit, parce que c'est un échantillon très large, c'est le principe des statistiques, certes, mais on a quand même besoin d'avoir, là, avec des chiffres de cette nature, à mon avis, des précisions, peut-être sur dans quelle partie de la population, malgré tout de même les avancées qui existent, de pouvoir dire que qu'elles s'aggravent, que les manifestations les plus violentes s'aggravent. Alors, donc, par contre, hein, ce sur quoi on peut évidemment ne pas douter, c'est l'ampleur du phénomène, la quasi-totalité du temps, le fait que les auteurs sont des hommes, et que la plupart du temps, les hommes sont les conjoints, que les conséquences sur les victimes sont ravageuses, sans sur le plan de la vie quotidienne, que parce qu'elles font émerger divers troubles que les spécialistes qualifient avec tout un panel de pathologies tout à fait intéressantes, et je vous invite à lire les articles et à regarder les vidéos que votre présidente Sylvie Guébel m'a transmises. Vous aurez à votre disposition les liens qui sont tout à fait importants pour que vous puissiez les visionner. Donc les récentes recherches qui s'appuient sur les progrès considérables de la neurologie permettent de recouper et d'approfondir les connaissances relatives à ces graves séquelles, notamment le stress post-traumatique, ce qui permet d'ouvrir notre problématique sur l'immense nécessité de soins, et de soins adaptés et efficaces pour permettre aux victimes de sortir de l'enfer de la souffrance. Il s'agit donc là
d'un problème de santé publique, également. Autre observation, la circonspection s'impose. Certaines de ces recherches, et je sais que celles qui sont les plus connues du cercle zététique sont en la matière celles d'Elisabeth Lotus, pareil, vous pourrez avoir le lien. Donc, ces recherches se sont intéressées à l'autre versant de ces pathologies, à savoir qu'elles peuvent être à l'origine, pathologies d'ailleurs ou mécanismes cognitifs, qui ont été étudiés de manière très intéressante, qu'elles peuvent être à l'origine de la création de faux souvenirs, soit par des mécanismes émotionnels et cognitifs personnels, soit par l'action de tiers. Ces résultats appliqués aux abus sexuels a permis du reste à tout un courant se réclamant des sciences dures de mettre en doute de manière systématique ces témoignages, notamment d'abus sexuels, comme n'ayant aucune valeur. Cette application stricte de la règle valable pour toute recherche scientifique, de dire que les études statistiques sur de grands échantillons ont montré que, donc que le témoignage n'est pas un contre-exemple, apparaît en la matière parfaitement contestable. D'autant que, si des faux souvenirs peuvent être créés, c'est une réalité ex nihilo par des victimes, on peut légitimement avancer que des faux souvenirs peuvent tout aussi bien être développés par les agresseurs, qui peuvent les amener, outre l'intérêt qu'ils y ont, à des versions édulcorées, voire à des dénégations d'actes pourtant réellement connus. Donc, ces études sont extrêmement intéressantes, mais rappelons-nous qu'elles peuvent être appliquées aux agressés, aux victimes, comme aux auteurs. Voilà. Alors, donc, je vous joins ces liens. Donc, il y a une vidéo sur le ravage des faux souvenirs et la mémoire manipulée en thérapie par Brigitte Axelrad. Il y a les travaux de Muriel Salmona. Il y a la chaîne PsychoQuack, très intéressante, qui diffuse donc des approches très éclairantes sur ces troubles, et surtout concernant donc le trouble de l'identité, le trouble dissociatif, voilà, identité. Alors, il y a aussi une approche tout à fait intéressante donc d'Olivier Daudier, qui est donc un sociologue, qui sera peut-être d'ailleurs l'invité du cercle zététique, en collaboration peut-être avec la Initiative Plurielle, dont la présidente est présente, Marie-Lise Crouzet, donc peut-être que vous pourrez en discuter tout à l'heure, et qui est remarquable. Parce que il a une approche extrêmement juste entre l'exigence d'approche rationnelle, évidemment, et d'approche sur des faits qu'on puisse établir de manière rationnelle, et en même temps la réalité, des réalités qui ne peuvent pas forcément être appréhendées uniquement de cette manière. Alors il y a aussi des témoignages poignants, là il faut avoir pas mal de temps pour les écouter, quand vous marchez, quand vous allez vous balader, vous mettez vos écouteurs, c'est très, très troublant, très poignant. Donc il y a des vidéos donc, sur la chaîne MetaChoc. MetaChoc, pareil, vous pourrez avoir ces éléments. Alors, MetaChoc, M-E accent aigu T-A, plus loin D-E, plus loin choc. Elisabeth Féty. Elisabeth Féty. On a fait intervenir ici. Ah oui. Oui. Elle est bien connue de Alors, donc une statistique que nous n'avons pas, mais qui serait intéressante, c'est le nombre de faits reconnus par l'auteur. D'autant plus que la bien humaine réticence de l'auteur à reconnaître ses actes, notamment au regard de la crainte de la condamnation à venir, peut être éclairée justement tout de même par une partie tout à fait intéressante de ce rapport du Haut Conseil que j'ai critiqué, ou que je critiquerai tout à l'heure, parce qu'il y a un chiffre qui m'a paru très intéressant. On a montré une courte vidéo montrant un scénario à connotation sexuelle. Eh bien, 35% des femmes identifient une agression de nature sexuelle,
alors que 12% seulement des hommes y voient cette connotation. Je pense que ce chiffre, il est foudroyant, mais très éclairant. Très éclairant. Alors, la drague, effectivement, ce que dit Dominique, ceci dit sur la drague, mais justement, c'est ce que je vais critiquer sur le rapport du Haut Conseil. Moi, j'avoue que quand j'avais 20 ans et qu'on se baladait boulevard Saint-Michel parce qu'on faisait nos études à la Sorbonne, eh bien, tout le long du boulevard Saint-Michel, on se faisait chahuter, on se faisait... voilà. Mais à notre époque et dans notre contexte, voilà, on trouvait ça casse-pied, on les rembarrait, etc. Mais voilà, ça fait partie des... Eh oui, maintenant des outrages sexistes. Alors, l'autre chose, donc, qui m'a intéressée, mais j'en ai finalement déjà parlé, hein, c'est effectivement que si peu de femmes portent plainte. Alors, pour quelles raisons? Je me suis interrogée. Hein, pour quelles raisons? Pas seulement moi, évidemment. Hein, c'est une question essentielle. Pour quelles raisons les femmes, les victimes? Alors, là, j'ai plutôt développé sur les femmes. Les hommes, comme je l'ai dit, c'est pour d'autres raisons qui sont bien plus... D'abord, parce qu'ils sont moins victimes. Ça paraît le bon sens. Et en plus, parce que c'est pas dans leur ADN, bien souvent, d'aller demander protection. Alors, pour quelles raisons les femmes portent-elles si peu plainte? On pourrait... Donc là, j'ai consulté l'enquête de satisfaction. Là, je pourrais quand même retrouver mes chiffres. Hein. Tu vas le faire, merci. Alors, l'enquête de satisfaction, elles disent qu'en 2021, donc 55% des femmes disent avoir confiance dans la police, quand même, contre 61% d'hommes. Je pense qu'on aurait fait cette enquête il y a 20 ans, on aurait considéré que 10% des femmes avaient confiance en la police, et elles n'avaient pas tort, parce qu'à l'époque, c'était... C'est pas les mêmes chiffres? Si, voilà. Voilà. Alors, l'évolution. C'est au milieu, là. Donc, l'évolution, vous voyez, elle n'est pas très significative. La confiance n'augmente pas, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, c'est plutôt stagnant. Alors, la confiance dans la justice, là, c'est encore plus dur. Bon, les hommes trouvent que quand même les réponses institutionnelles sont un petit peu mieux, mais bon, bref, c'est pas la grande confiance. Alors, ça, par contre, ça c'est intéressant. Ce sont les efforts des institutions pour bien prendre en compte les femmes victimes de violences et agir justement. Alors, en termes d'efforts des institutions, là, oui, il y en a. Alors, les institutions et associations, hein, y compris donc associations d'aide aux victimes, police, justice et gouvernement. Donc, s'il est certain que cette absence de confiance des femmes, plus particulièrement dans la justice, joue un rôle majeur, d'autres raisons précisent à ce silence. Des éléments psychologiques tenant à la nature du fait subi, peur des représailles, anticipation de l'épreuve que cela constitue, je veux dire découragement face à ce qui est anticipé comme une fin de non-recevoir, et anticipation d'une incapacité de la justice à juger les auteurs. Et des éléments de réalité, l'absence de preuves, bien souvent. L'anticipation de ce qu'elles vont perdre, y compris faire perdre à leurs enfants un père, un beau-père, un proche. Dépression ou menace implicite ou explicite, ça c'est très très fort et on le voit très bien dans le tribunal correctionnel, devant le tribunal correctionnel, quand on voit au fond de la salle venir toute la famille et tous les copains de l'auteur. L'absence de solution concrète d'hébergement, surtout s'il y a des enfants. Alors, peut-être
être aussi, je le développerai tout à l'heure, un mépris ou un refus de la justice, qui est plus ou moins justifié par une idéologie. Il y a des idéologies également libertaires, ou des associations d'ailleurs, de mouvements féministes, qui sont dans le refus donc, de porter plainte. Alors, que fait la justice? Donc, que dit le droit et que dit la loi? Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est l'expression de la volonté générale. Elle a pour vocation d'énoncer des règles, elle a pour mission l'application des lois votées par l'Assemblée nationale dans le cadre de la Constitution française, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans le respect des traités internationaux que nous avons ratifiés. Elle a vocation à garantir les droits de chacun, à assurer le respect des libertés fondamentales. Alors, quelques mots sur l'organisation de la justice en France, très rapidement. Les juridictions françaises se répartissent en deux ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d'infractions aux lois pénales. Deux catégories dans l'ordre judiciaire, les juridictions civiles qui tranchent les litiges, louer un bien, divorce, consommation, succession, mais n'infligent pas de peine. Elles appliquent les lois figurant essentiellement au Code civil et au Code de procédure civile, et les juridictions pénales qui sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens, à la société. Il existe actuellement 16 452 infractions pénales qui sont répertoriées, qui figurent donc au Code pénal. Merci pour le poids. Donc, avec à chaque fois mention de la peine encourue dans le Code pénal. Et le Code de procédure pénale prévoit donc l'ensemble des règles qui s'imposent tant au justiciable dans le cadre de son procès qu'au juge. Alors, l'un et l'autre code se sont démultipliés particulièrement depuis une cinquantaine d'années et ils sont devenus d'une complexité extrême. On parle souvent d'inflation législative. Alors, en 1810, lors de sa création, le Code de procédure pénale comportait 79 pages. Il en fait 3300. Alors, les juridictions ont rendu en 2020 2 250 000 juridictions de l'ordre judiciaire, 2 250 717 décisions en matière civile et commerciale et 812 249 décisions en matière pénale. Alors, je serai rapide, mais je vous dirai, vous le savez tous, les juridictions sont surchargées. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais ça a des conséquences terribles, absolument terribles, parce que ça signifie que chaque temps, pour être concret, dédié à une affaire est nécessairement réduit. Ça signifie aussi que le temps d'écoute des personnes est réduit, le temps... Alors, la seule chose que nous ne réduisons pas, c'est l'étude du dossier, évidemment. Ça, c'est impossible de le réduire. Mais tout le temps en interface, aussi bien avec les justiciables qu'avec les autres institutions, est réduit au maximum. Et d'ailleurs, il faut savoir quelque chose, c'est que tout ce qui n'est pas inscrit dans l'un ou l'autre code comme obligation n'est pas fait par les juges. Donc tout ce qui pourrait être de l'ordre d'une certaine, je dirais même pas cordialité, mais ouverture, est éliminé de toute façon, faute de temps, déjà pour arriver à faire ce qu'il y a à faire. Alors, les deux grandes questions qui se posent à nous, quand même, c'est comment les magistrats jugent-ils et condamnent-ils ou non les auteurs de violences conjugales? Donc, quelle protection prodiguent-ils ou non aux victimes, sachant que, s'agissant de violences de couple, il y a bien souvent les enfants donc, qui sont impactés et qu'il y a lieu également de leur apporter protection. Donc, quels sont les outils, les limites, les contraintes? Deuxième question,
comment les magistrats jugent-ils les auteurs d'infractions sexuelles? Où là, la majeure difficulté est que l'auteur présumé nie les faits, et que les faits, qui peuvent être très anciens, dans le cadre des délais de prescription qui, à présent, peuvent aller jusqu'à 20 ans dans certains cas, ne sont étayés par aucun élément de preuve, au sens strict de ce que la justice exige, la preuve. Donc, même question, quels sont les outils et les limites? Alors, les grands principes, déjà, du droit, c'est le principe premier du système pénal français. Il est résumé dans ces mots latins, nullum crimen nulla poena sine lege, c'est-à-dire que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne soit constituée par une infraction énoncée dans le code pénal. Ça s'appelle le principe, alors, non, c'est ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, et son corollaire qui est le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. C'est-à-dire que les juges ne peuvent pas élargir cette notion, et que si ça ne fait pas l'objet d'une qualification pénale, il ne peut pas justement y avoir poursuite. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles le procureur, au niveau du procureur, il y a déjà une élimination, l'entonnoir commence déjà à ce moment-là. Et le corollaire, non, ça je l'ai dit. Alors, autre principe aussi, la non-rétroactivité de la loi. Ça c'est très important, parce que pour des faits qui sont dénoncés 30 ans plus tard, à tout le moins, l'auteur devra être jugé avec la loi qui était en vigueur à l'époque, mais il ne sera pas jugé à la lumière de notre loi actuelle, ce qui pourrait être, s'agissant d'une société qui évolue à ce point, ça pourrait être dramatique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les infractions pénales sont classées selon leur gravité, en crime, délit et contravention, et que cette classification détermine dans chaque cas le régime spécifique de prescription, d'enquête, de poursuite, de jugement et de sanction. Pour qu'une infraction soit caractérisée, il faut qu'elle soit constituée de 3 éléments. L'élément matériel, c'est-à-dire la matérialité des faits, l'élément moral, c'est-à-dire l'intention, et l'élément textuel, c'est-à-dire la mention au code pénal. Alors, au cœur de l'élément matériel, la recherche des preuves. Les preuves peuvent être amenées par tout moyen. Alors, parmi les grands principes, je vois là que je n'avais pas cité que le justiciable bénéficie du droit d'appel. S'il n'est pas satisfait d'un jugement en première instance, il a donc la faculté de faire appel. La Cour d'appel réexamine alors l'affaire. Et depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d'assises peuvent également faire l'objet d'un appel devant une nouvelle cour d'assises, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et si le justiciable n'est encore pas satisfait de sa décision en appel, il peut former un pourvoi en cassation. Mais cette juridiction ne juge pas l'affaire une 3e fois, elle s'assure de la juste application du droit. Et si elle casse l'arrêt de la cour d'appel parce que le juge qu'il n'a pas fait une application juste du droit, l'affaire est à nouveau jugée par une autre cour d'appel sur les faits. Alors, le processus judiciaire, de la plainte de la victime à la condamnation de l'auteur, quels sont les acteurs de la justice qui interviennent? Donc, le dépôt de plainte, c'est le premier acte qui saisit la justice. Premier acte, le rôle de la police. Alors, le rôle de la police, tel que défini par le code de procédure pénale, qui définit tout, c'est constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Elle est placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Ses outils sont les interrogatoires, écoute téléphonique, enregistrement, géolocalisation,
réquisition judiciaire aux fins d'informer par un tiers, accès aux fichiers informatiques, traitement d'antécédents judiciaires, fichier des personnes recherchées, identification génétique, prélèvement corporel, relevé signalétique, fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, perquisition domiciliaire, transport sur la scène d'infraction, constatation et conservation des preuves. Alors, c'est un peu rapide, mais c'est donc de très nombreuses prérogatives, comme je vous l'ai indiqué, des progrès considérables ont été faits. Alors, justement, si Olivier Daudier peut venir, lui est intervenu beaucoup justement en formation de la police, qui, sur la base de toutes ces nouvelles technologies, donc, sont amenés à interpréter puisque le rôle de la police c'est donc de rechercher les preuves, techniquement il saura vous dire quelle est toute l'actualité de ces techniques. Nous les juges, moi je suis moins calée là-dessus, puisque évidemment pour nous les juges, tout ça c'est déjà dans le dossier quand ça vient devant nous. Et comme je l'ai dit, sauf à ce que c'est le juge d'instruction qui a là, évidemment directement le regard sur ce que fait la police et qui d'ailleurs guide la police. Alors oui, j'avais pas terminé pour la police, donc possibilité encore de saisie pénale des pièces à conviction ou des biens susceptibles de la confiscation, audition de témoins, audition du suspect. Elle dispose donc du droit d'interpellation. Elle exécute donc les ordres et les mandats du juge d'instruction, le mandat de comparution, le mandat d'arrêt. Elle peut prendre des mesures de contrainte, la garde à vue, également sous le contrôle du procureur de la République. Alors, elle est tenue, et c'est une grande contrainte pour la police, mais c'est très important, elle est tenue de mettre en œuvre scrupuleusement les droits de la personne gardée à vue, à peine de nullité de la procédure. Notification des faits reprochés, droit à l'information, qui doit être immédiate au gardé à vue de ses droits, droit à l'interprète, à traduction, à faire aviser un proche, à faire aviser son employeur et son consulat, droit d'être examiné par un médecin, droit au silence et surtout droit à l'assistance d'un avocat. L'avocat aura accès au dossier, la faculté aussi de consulter certaines pièces du dossier, le justiciable là lui-même. La garde à vue doit être aussi donc elle ne que d'une durée réglementée. Autre mesure, la mesure de l'alcoolémie, la recherche de produits stupéfiants. Ils utilisent bien souvent la technique du rapprochement judiciaire. Ces éléments sont ensuite transmis au procureur de la République. Alors, le procureur de la République, je ne vais pas faire une énumération. Il a aussi donc un immense rôle, mais que je n'ai pas développé ici, j'ai eu peur d'être prise par le temps. Le procureur de la République, c'est donc celui, on l'a vu, qui va examiner les éléments de l'affaire pour apprécier s'il peut y avoir une suite donnée à cette affaire, ou si l'affaire fait l'objet donc surtout d'un classement sans suite. Alors normalement, les classements sans suite doivent être, la victime et les personnes concernées doivent être avisées, mais malheureusement, de la même manière. Alors maintenant, c'est inscrit dans le code d'ailleurs, maintenant les parquets doivent le faire. Avant, les victimes pouvaient très bien être dans un désert d'informations, et pas que les victimes d'ailleurs. Alors, lorsque le procureur de la République détermine que les faits sont extrêmement graves et surtout demande à être, que les investigations demandent à être poursuivies, ou qu'il s'agisse de crimes. Le procureur de la République saisit le juge d'instruction. Quel est son rôle? Le juge d'instruction, il procède conformément à la loi à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. C'est lui qui préside, qui procède à la mise en examen du prévenu. C'est notamment lui qui désigne les experts.
Le juge de la liberté et de la détention, c'est le juge qui, lorsqu'un prévenu, lorsqu'un mis en cause comparaît devant la justice, c'est le juge des libertés et de la détention qui, je veux dire, suite après les faits, en flagrant délit d'une certaine manière, c'est le juge qui va décider si le prévenu peut être laissé en liberté sous contrôle judiciaire ou s'il doit faire l'objet d'une détention provisoire. La détention provisoire, d'après les textes, doit être l'exception dans les textes et doit être motivée par 7 motifs que je n'ai pas eu le temps de reprendre à l'issue d'un débat contradictoire. Si le juge des libertés et de la détention décide d'une détention provisoire, immédiatement à la fin de l'audience, les gendarmes évidemment et les policiers sont là, ils mettent les menottes et le prévenu part en détention provisoire, même s'il a la possibilité de faire appel, il y va. Si le juge des libertés et de la détention décide qu'il n'y a pas nécessité de placer en détention provisoire, il y a placement sous contrôle judiciaire avec un certain nombre d'obligations. Ça, c'est la voie longue. Pendant ce temps-là, donc, ça signifie que c'est le juge d'instruction qui garde le dossier et qui instruit l'affaire. Et qui, à son avis, à son tour, procède à des auditions, fait faire des expertises. Les avocats donc, peuvent s'adresser au juge d'instruction pour avoir telle expertise supplémentaire, telle contre-expertise. Les avocats ont accès au dossier et donc il se joue énormément de choses pendant l'instruction. Alors je fais juste une petite parenthèse, puisque peut-être beaucoup d'entre vous ont vu les émissions sur Outreau récemment. Catastrophe judiciaire, qui est la honte de la justice. C'est en tout cas à la suite d'Outreau, dans les années 2000, qu'a été créé ce juge des libertés et de la détention. C'est-à-dire que techniquement, ça n'est plus le juge d'instruction qui met lui-même en détention provisoire, parce que les juges d'instruction étaient quelquefois tentés d'utiliser la détention provisoire pour faire parler les gens. Donc, déontologiquement, et vu les résultats que ça a donné dans Outreau, il a été décidé que ce soit un autre juge qui prend rapidement connaissance de l'affaire, d'une part, et qui prend connaissance aussi de la situation de la personne. Parce que un des motifs de la détention provisoire, c'est la difficulté à joindre la personne. Le motif principal de la détention provisoire, c'est que les personnes mises en cause se concilient, en discutent entre elles et décident de donner telle ou telle version. Donc ce qui après rend extrêmement difficile ou fasse disparaître les preuves. Donc la décision provisoire, c'est pour figer la situation, au moins à un moment. Au regard de ça, évidemment, il y a le fait que le placement en détention provisoire, c'est évidemment mettre à mal la vie de la personne. Et que s'il y a des doutes sur le dossier, or, cette décision est prise en début de procédure, c'est-à-dire avec les éléments qui certes quand même, il y a eu des éléments de la police, quand même eu la vision du parquet, mais il n'y a pas encore eu l'instruction, qui est quand même le lieu majeur où se joue la manifestation de la vérité. Alors, à l'issue de son instruction, donc, à l'issue de son instruction, le juge d'instruction doit avoir établi les preuves qui étaieront le jugement du tribunal. Donc, la police doit les rechercher, le juge d'instruction doit les établir, c'est-à-dire les renforcer, les rendre indéniables et constituer un dossier. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur le faisceau d'indices. On est sur des éléments qui doivent être, ou à contrario, le juge d'instruction peut considérer qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Je dispose de combien de temps encore? Si on veut garder un peu le temps pour échanger, c'est passionnant ce que tu nous racontes. Bon, alors je vais aller très vite. Donc, alors maintenant,
on va parler des associations, les critiques de la justice par les associations. Oui, alors tout de même, ce que je n'ai pas dit très rapidement, c'est qu'après le juge d'instruction, il y a quand même les juridictions de jugement. C'est quand même très important. Hein. Alors, les juridictions de jugement, elles ont donc sous les yeux le dossier tel qu'il est établi au mieux, comme je l'ai indiqué, mais les juridictions de jugement apprécient souverainement les faits. Voilà. C'est l'appréciation souveraine des juges qui jugent, avec le corollaire qui est l'obligation de motiver. Et je peux vous dire que motiver, c'est-à-dire argumenter une décision si elle ne résulte pas d'éléments tangibles, probants et logiques, c'est quasiment impossible. Donc l'exercice de motivation est ce qui garantit, à mon avis, le plus fortement, lorsqu'il n'y a pas de preuves. Évidemment, quand on a un ADN, c'est pas béni. Hein. Quand il y a des éléments de preuve, c'est pas béni. Mais là, je dis quand il n'y a pas de preuve de cette nature-là. Hein. Et d'ailleurs, lorsqu'on est en délibéré et que les assesseurs ne sont pas d'accord avec le juge qui préside l'audience, or c'est le juge qui préside l'audience qui va rédiger la décision après, je peux vous dire que le président, s'il n'est vraiment pas d'accord avec ses assesseurs, il dirait c'est vous qui rédigerez. Et là, ah non. Voilà. Alors il faut savoir qu'en Angleterre, les voix minoritaires dans le délibéré sont connues. Hein. C'est-à-dire que s'il y a eu 3 juges, mais dont 2 seulement étaient favorables à cette décision, il faut bien se déterminer d'où un chiffre impair. Mais en Angleterre, c'est noté. En France, ça n'est pas noté. Hein. C'est la décision du juge. Alors, quels sont donc c'est quand même très important de parler des mouvements féministes. Je ne peux pas ne pas le faire. Oui, alors, non, excusez-moi. Les manquements de la justice, tels que vus par les juges. Non, ça c'est beaucoup trop long. Alors, bon, c'est beaucoup trop long. Hein. Alors, donc les associations, oui, il y avait un schéma. Qui montrait qu'elles avaient un rôle important. Oui. En termes de satisfaction. Oui, alors j'ai pas eu le temps non plus de vous parler. Alors je vais vous dire rapidement mes titres quand même pour garder la logique de mon intervention. Donc, je voulais quand même vous parler des mesures mises en place. Hein, donc il y a quand même une évolution au sein de la justice, même si la justice veut garder sa juste place. Elle est très très concernée, bien évidemment. Hein. Donc, et je suis allée rencontrer mes collègues du service pour préparer cette intervention. J'ai constaté qu'il y avait depuis 2 ans une véritable révolution dans la justice autour de la prise en compte de toutes ces violences. Il y a eu d'ailleurs y compris des recrutements de juristes assistants, de chargés de mission, ce qu'on n'avait jamais vu. Jusqu'à présent, les juges faisaient tout eux-mêmes. Alors, donc, les récentes mesures mises en place, les téléphones grave danger, je ne m'y étendrai pas, bracelet anti-rapprochement, l'ordonnance de protection, donc prise en urgence par un juge. Nouveauté aussi, l'activité de la médecine légale qui se réalise maintenant dans les unités pour victimes de violences au sein du couple, dans des unités médico-judiciaires. Voilà, donc ça c'est le point de vue critique de la magistrature elle-même. Là, j'en avais fait des pages. Alors... Oui, y compris d'ailleurs une prudence du monde de la justice envers la proposition qui est faite actuellement, qui est la proposition de créer une juridiction spécialisée pour ce type de violence. Et voilà, mais je n'ai pas le temps de vous développer. Alors, les vives critiques des mouvements féministes à l'encontre de la justice. Donc, la question de la punition
est débattue. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs courants dans les mouvements féministes, c'est très important, hein, et que ces courants ne sont pas d'accord sur la place qu'il faut donner à la punition. Car je ne trouve plus, donc je vais vous le faire verbalement parce que je ne trouve plus. Bon, donc les mouvements féministes, hein, ont mis en avant, évidemment, hein, les insuffisances de la justice que j'ai indiquées, et elles ont absolument tenu à s'emparer de l'espace médiatique, en considérant que comme le but était de libérer la parole des femmes, c'est-à-dire que les femmes puissent arriver, justement d'ailleurs, hein, alors à porter plainte éventuellement, la justice était beaucoup trop confidentielle, et donc il fallait absolument qu'il y ait une exemplarité. Et ce sont donc les mouvements MeToo, il y a de nombreux mouvements, je crois que c'est le plus emblématique, qui lui en plus s'est développé dans les milieux du cinéma et dans le showbiz, et a donc dénoncé de nombreuses pratiques, et on voit comment ça fait école, hein, et comme de nombreuses choses se dévoilent partout. Donc l'idée c'était cette exemplarité. Voilà. Le problème, et ça il faut quand même que je vous lise, parce que ça ne prend que 10 lignes, de... Il est trop long mon texte. J'aurais voulu vous lire la critique qui est faite par, qui est très bien dite ensuite, par Denis Salas, qui est un magistrat qui a... Attends, je vais la voir. Je crois que je l'ai perdu en route. Bon, alors écoutez, pareil, je vais vous le dire, alors que c'était... Alors, d'accord. C'est le directeur. Voilà. Merci. C'est exactement ce qu'il fallait. Alors, le magistrat Denis Salas donc s'interroge. Ça permet d'aborder la question des associations. Refuser de porter plainte en raison de l'inefficacité de la justice, point d'interrogation, une fois la justice disqualifiée au motif qu'elle ne condamne que rarement les agresseurs, que reste-t-il comme option aux victimes? L'objectif d'exemplarité est le but principal de mouvements type MeToo portés par des femmes issues des milieux du cinéma et des médias. Libérer la parole d'autres femmes qui n'ont pas la chance d'avoir leur notoriété. Il faut saluer en ce sens le récent témoignage d'Adèle Haenel, comparable à une véritable déposition, accompagné d'une poignante lettre à son père et d'une longue enquête de Mediapart. Mais le moyen choisi, la confession médiatique, est un circuit court qui donne immédiatement satisfaction aux énonciatrices. Elles sont reconnues dans leur souffrance, entourées de témoignages de réconfort, et leur agresseur, s'il est nommé, ce qui est souvent le cas, est immédiatement sanctionné, soit que son nom soit cité, soit que sa nouvelle réputation entraîne des conséquences pour lui et ses proches. Le tribunal médiatique ne connaît ni objection ni cadre. Son usage, comme toute accusation, porte une agression morale. Il accuse, nomme, condamne en même temps. Il ne connaît que le bien et le mal. La peine qu'il inflige est sans mesure. Absorbé par l'émotion, les principes du droit sont oubliés, balayés, vidés de leur fonction modératrice. Par un jeu d'ardoises pivotantes, les persécutées d'hier deviennent les accusatrices d'aujourd'hui et prennent le risque d'engager la spirale mortifère de la vengeance. Dire cela n'est pas blâmer leur initiative, mais en désapprouver les conséquences. C'est refuser que la souffrance de la victime porte avec elle le châtiment de son agresseur, sans discussion préalable, sans écoute du point de vue de l'autre, sans intervention d'un tiers de justice. Objection du reste entendue. Après le témoignage d'Adèle Haenel, une poursuite a été déclenchée sans plainte initiale, fait rare, pour agression sexuelle et harcèlement, manière pour la justice quelque peu bousculée dans cette affaire de réaffirmer sa place de tiers.
La charge de l'accusation sera ainsi nommée et examinée dans le respect des droits de chacun, sans pour autant déposséder la plaignante de son récit. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que ça fait une belle conclusion, même s'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Merci beaucoup, Elisabeth.